pour nous parler de l'obsolescence des villes, peut-être, ces smart cities. Est-ce qu'elles sont résilientes, adaptatives, numériques, itératives? On ne sait pas. En tout cas, on est pressé d'avoir ton point de vue sur le sujet. Merci beaucoup d'être avec nous et je te laisse tout de suite la parole pour cette intervention de Pitch Expert du matin. Donc merci. Je vais surtout essayer de voir si on peut discuter, si on peut échanger ensemble en présentant un certain nombre de projets ou d'idées et puis essayer voilà, de vous faire réagir. Alors c'est vrai que sur cette question de l'obsolescence, en fait, Saskia Sassen, sociologue américaine, qui a beaucoup travaillé sur les villes globales, s'est aussi beaucoup posé la question du fait que ces villes, finalement, où la technologie pouvait apporter énormément de choses, la question de savoir si ça risquait d'apporter aussi une certaine obsolescence et aussi beaucoup la question de la perte de liberté qu'on peut avoir quand on est finalement entouré d'une ville qui dépend de systèmes techniques extrêmement perfectionnés, mais aussi pas forcément durables. Et ce qui était intéressant dans ce petit texte, c'est que elle parlait de la façon dont un urbanisme open source fait à la main pouvait préserver la longue vie des villes face peut-être à des projets qui sont donc non faits à la main, donc beaucoup plus industriels, beaucoup plus homogènes. On rapproche beaucoup ça, nous, de ce que permet la diversité, y compris dans la nature. On sait l'intérêt de la biodiversité, qui permet de résister aux chocs et qui détermine une grande résilience des écosystèmes. Et dans l'urbain, la question se pose sur cette capacité à garder une grande diversité. Alors par rapport au manifeste qui a été développé par les interconnectés, il y avait des thèmes sur lesquels ça nous intéresse de rebondir. Donc la conviction 4, donc qui parle de mettre les citoyens au centre de la réflexion, mais aussi en les associant en continu à la conduite et à la gouvernance des projets. Et évidemment, ça, c'est pas forcément évident. Et puis, le pari de l'innovation ouverte et de la co-construction. Donc, au-delà des mots, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on essaye de se demander comment ça peut arriver réellement. Donc en fait, je me disais que le plus simple, c'était de se poser la question, de savoir. Alors, je vais vous montrer un peu ce que c'est que ces méthodes qui sont appuyées sur des outils numériques, ces méthodes qui s'appellent Unlimited Cities ou Villes sans limite, qui ont été primées il y a un moment par les interconnectés sur la ville de Montpellier, mais qui aujourd'hui se développent dans le monde entier parce que c'est passé en open source. C'est soutenu par une fondation suisse qui s'appelle la Free IT Foundation, qui soutient en fait les projets open source de tout ordre. Et aujourd'hui, c'est utilisé sur quatre continents. Et là, c'est au conditionnel, donc c'est un peu soumis à votre appréciation. Est-ce que vous pensez que la co-idéation, la co-imagination peut réellement se passer entre des professionnels et la société civile? Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est possible? Est-ce que les codécisions augmentent, alors à condition qu'elles puissent se passer, mais si elles se passent, est-ce qu'elles ont tendance vraiment à augmenter l'inclusivité et la durabilité? Et est-ce que si on passe à un monde où les contributions, les transformations urbaines dépendent de contributions réelles de la société civile, est-ce qu'à ce moment-là, c'est aussi une façon d'aller vers les circuits courts et de faire travailler les forces vives économiques d'un territoire? Alors, nous, on a l'impression, mais je laisse ça au conditionnel.
Et finalement, les trois questions sur lesquelles, dès que j'aurai fini un petit peu de présenter, on essaiera d'échanger, sont de savoir est-ce que le collaboratif, c'est une perte ou un gain de temps? Est-ce que l'intelligence collective, donc c'est un fantasme ou c'est un réel renouveau démocratique? Et est-ce que l'urbanisme tactique qui en France est transformé en urbanisme temporaire, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est plutôt une façon de capter la valeur de structures qui sont souvent jeunes et qui ont beaucoup d'énergie, mais à qui finalement on demande de quitter les lieux une fois qu'elles ont un peu fait des choses intéressantes pour ces lieux. Et puis question subsidiaire, expérimentée en France, c'est-à-dire que nous on travaille beaucoup avec des scientifiques et en général l'expérimentation, c'est simplement des itérations qui permettent d'aller quelque part sur le produit final. Mais il nous a semblé qu'en France, on a beaucoup d'expérimentations qui se reproduisent sous forme d'expérimentation et qui ne servent pas à créer un projet qui serait amélioré par ces itérations. Alors, donc, bon, ça c'est un endroit de la ville de Rio. On voit un petit peu le problème entre des quartiers riches, des bidonvilles, et puis surtout quand même 1 milliard à peu près de personnes qui vivent dans de l'habitat indigne, et d'ici 20 ans, programmé, si rien ne change, 2 milliards. Donc le sujet de la ville, il est quand même ça aussi. Et d'ailleurs, vous avez du numérique dans les favelas, donc il y a les satellites, etc. Quand on parle de la capacité à faire exister ces méthodes, là je prends un projet en Suisse. C'est un territoire plutôt privilégié, c'est une petite commune sur le Léman. Et en fait, ce qui est en train de naître entre les élus, les techniciens et la population, c'est une réflexion collective sur la question de ne pas disparaître en tant que village et finalement d'inventer ce que pourrait être le village du futur. Alors qu'on est dans un endroit, donc vous voyez bien, très, très agricole, les pistes qui sont développées par ces rencontres et par ces discussions entre les professionnels et les non-professionnels vont très très loin. C'est-à-dire que le canton de Genève a développé des réglementations, par exemple, pour préserver, ce n'est pas les seuls évidemment à faire ça, on fait ça aussi en France, mais donc à préserver les espaces agricoles et à proposer une densification sur les parties là, qui sont construites avec des maisons et des grands jardins. Et ce qui sort de la discussion, c'est que finalement la biodiversité, elle ne se trouve pas dans les espaces agricoles, elle se trouve dans les jardins. Donc finalement, si vous densifiez les jardins, vous allez détruire de la biodiversité. Et la complexité des discussions fait qu'aujourd'hui, sont en train de naître des idées déjà de planter des espaces de diversité dans les espaces agricoles, ce qui n'était pas du tout normalement prévu, ce n'est pas du tout dans les règles du canton en aucune façon, et de voir comment les agriculteurs peuvent être dédommagés, évidemment, mais aussi de réfléchir, quand on dit ne pas disparaître, de réfléchir à des volumétries, à des identités qui seraient des identités villageoises versus des villages qui se transforment en villes de façon totalement aléatoire, simplement parce qu'une famille à un moment disparaît ou les enfants décident de vendre un immeuble. Et là, vous avez un terrain, je veux dire, et là, vous avez tout d'un coup une barre minimaliste qui peut être assez belle. Il y a suffisamment de moyens financiers pour faire des bâtiments qui architecturalement ont de la tenue, mais simplement ils sont posés vraiment de façon extrêmement étrange, un peu comme des ovnis. Et toute cette complexité, elle vient de cette capacité à parler, je dirais, sans notion de hiérarchie,
sans faire discuter des personnes sur un projet, 2 projets ou 3 projets, mais vraiment sur l'émergence des projets. Bon, simplement, donc, ça c'est un des extraits des données qui arrivent quand on a travaillé à Grenoble, puisque les outils qu'on utilise permettent, avec des médiateurs dans les espaces, de se prononcer. Je vous présente simplement quelques petites choses un petit peu rapidement. Donc ça, c'est la ville de Randers au Danemark, qui a utilisé les méthodes. Et vous voyez, ça c'est le texte de la ville qui dit qu'ils veulent avoir votre vision, donc la vision des habitants, et que donc ils vont pouvoir s'exprimer avec des dessins et des graphiques, et puis qu'ils vont pouvoir commenter ce qu'ils ont fait. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que vous voyez, il y a un plan, donc quand on clique sur le plan, on se trouve sur différents espaces de la ville, et ces espaces, on a la capacité de les transformer et de les modifier, et tout ça, ça se passe dans la rue. Donc ensuite, vous avez des centaines, voire des milliers de propositions qui sont commentées, donc qualitatives, enfin extrêmement qualitatives, et accompagnées par des médiateurs. Je reviens en Suisse, où en Suisse, il y a une nouvelle loi qui s'appelle comme ça la conception collective, qui a un réel temps de concertation et qui est très nouvelle en fait. Elle existe depuis, enfin l'application de la loi, c'est depuis quelques mois, et c'est à cette occasion qu'on est en train de travailler avec le village. Et voilà. Et donc là, c'est un petit peu les Amérique, Europe, Afrique, Asie. Comme les systèmes sont en open source, on est appelé aujourd'hui. J'ai pas dit au début, je me suis pas présenté, j'ai commencé un petit peu comme ça, mais donc on travaille aujourd'hui avec un laboratoire indépendant. On travaille souvent avec des universités, mais on se considère comme un laboratoire indépendant qui s'appelle HOST et qui fonctionne en interaction avec un réseau international qui s'appelle 7 milliards d'urbanistes. Et le laboratoire met en open source les dispositifs à la fois de méthode et de technique et de software. Et le réseau, en fait, aide les personnes qui ont envie de les utiliser. Alors, si je vous dis comme ça le prix que ça coûte, en fait, quand ce sont des universités ou des structures qui ont un chiffre d'affaires assez faible, c'est 500 € pour avoir le dispositif, les explications, y compris la langue, et d'aider les personnes à adapter totalement le dispositif à leur image, comme l'image que je vous ai montrée de Randers où ils font leur texte. Donc, alors 500 € quand c'est des petites structures, et sinon c'est 1000 €. Hein, donc c'est absolument ridicule. Mais ça permet en fait d'avoir un nombre, je dirais que là en ce moment je crois qu'il y a 10 projets dans le monde, mais surtout ces gens-là sont mis en rapport et communiquent entre eux. Et donc on a, à partir du moment où on est dans la logique d'open source, on a toutes sortes de transformations et d'améliorations du dispositif. Ça c'était le concept, hein, c'est ce qu'on permet de faire aux habitants. Donc j'accélère un petit peu. Là on est à Taïwan par exemple, avec des personnes qui réfléchissent sur une restructuration. Et là on voit un petit peu donc ces outils et ces dispositifs qui sont utilisés vraiment dans la rue, à l'endroit où les gens vivent, et qui donnent lieu finalement à des réflexions extrêmement pointues, et tout sauf simplifiées en fait. Et finalement, l'idée c'est que en fait on appelle ça de l'intelligence collective visuelle. On est parti sur des images parce qu'évidemment c'est extrêmement expressif, mais ensuite je ne vais pas lire les différents thèmes qui sont là, mais en fait, très simplement, on est parti de notre expérience d'architecte urbaniste et de tous les problèmes qu'on avait avec la concertation pour les prendre un par un et les résoudre. Alors, un par un, je dirais, ça a mis du temps, hein, ça a mis 5-6 ans à se mettre en place, mais aujourd'hui, on a
voilà, il y a une certaine capacité à faire fonctionner ça. Et alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Alors au début, on était plutôt dans des visions, je dirais, des visions piétonnes, donc sur des petites échelles. Aujourd'hui, on connecte ça sur des échelles plus grandes, on a vraiment la vision globale. Et comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait, c'est que tout territoire a des ressources, mais souvent les ressources sont soit invisibles, soit même pas encore trouvées, pas encore construites. Et que quand vous organisez une discussion autour de ces ressources, au lieu de laisser la détection de ces ressources uniquement à des professionnels, dont je fais partie, mais nous, on a nos œillères et on a notre spécialisation, heureusement, mais ça fait qu'on n'est pas omniscient. Mais quand vous passez cette détection des ressources dans l'intelligence collective, je vous ai parlé de la Suisse, ce n'est pas du tout les professionnels, ni moi, qui ont parlé de l'identité du village, qui ont parlé qui ont découvert, entre guillemets, que la nature se trouvait plutôt dans les jardins, voilà. Donc cette intelligence collective, elle permet d'augmenter la détection des ressources. Et évidemment, quand les projets sont développés derrière, ils sont beaucoup plus capables d'intelligence. Et ces projets deviennent aussi des preuves que ça vaut le coup. Là, il y a beaucoup de discussions sur la démocratie, mais que là on a une preuve extrêmement efficace du fait que c'est quand même pas mal qu'on sache se parler ou qu'on essaye de s'écouter, parce que ça produit du mieux, du plus intéressant. Donc les projets fonctionnent comme preuve, et du coup vous avez une intelligence collective qui est facilitée, surtout si elle est mise en open source et si toutes les connaissances sont déployées. Et puis ensuite vous avez encore plus de ressources, et c'est ce qu'on appelle un peu la boucle infinie. Voilà les projets en cours. Alors je parlais un tout petit peu d'expérimentation. Il y a des endroits où il y a des suites de projets et où ça se développe pas mal. Voilà, donc ah bah c'est dommage. Ah mince, alors j'avais les questions. On a, je sais pas, alors comment je peux faire? Bah, je les ai sur mon. Parce qu'il y avait une page en plus, mais bon, c'est pas grave. Non, mais sinon alors c'était quoi? Je me rappelle plus. Je me suis levé tôt. Alors, oui, je te les ai envoyées. Non, mais elles étaient dessous en fait. Je vais les trouver. Peut-être. Alors, est-ce qu'il y a peut-être dans l'intervalle des questions ou des réactions à cette présentation? Donc, on voit effectivement une approche systémique de la collaboration dans l'élaboration des projets urbains, donc vraiment l'intégrer comme élément de participation. Est-ce que ça vous questionne? Est-ce qu'il y a même des questions de plus pratiques de comment ça marche, un projet open source de ce type-là? Enfin, voilà, est-ce que vous avez ce type de réaction, de questions ou des témoignages que vous souhaiteriez partager? Oui? Alors, je vous propose de vous présenter simplement et puis de poser votre question. Bonjour, Thomas Nonier, je travaille pour Reste Ensemble. Je vous suis depuis un certain moment parce que je suis à Montreuil comme vous, je crois. C'est des questions effectivement très pratiques. Je serais curieux de savoir effectivement comment les collectivités peuvent se saisir de votre outil qui est open source. Est-ce que notamment elles doivent faire ensuite appel à un prestataire pour mettre en place l'outil, pour modéliser finalement ces images ultra réalistes? Et deuxième question, j'ai vu que l'outil était vraiment utilisé sur le terrain, sur des supports mobiles avec des médiateurs. Est-ce que l'aspect, comment dire, consultation en ligne en utilisant cet outil est complètement laissé de côté car inefficace peut-être? Alors, vos deux questions se rejoignent un petit peu, c'est-à-dire que effectivement, les utilisations se font toujours avec des médiateurs dans les espaces publics, dans les rues, sur les lieux. Et c'est extrêmement important pour nous parce que ça permet d'aller chercher
vraiment les publics qu'on n'aurait jamais. C'est assez facile d'avoir des personnes âgées en allant devant ou en rentrant, par exemple, dans la maison de retraite, hein, pour dire une chose, des lycéens en étant devant le lycée, des gens qui prennent les transports en commun en étant à la gare, etc. etc. Donc, juste pour donner un exemple. Donc, pour nous, c'est extrêmement, extrêmement important. On n'a rien contre les consultations en ligne, mais on pense qu'il y a des gens qui font ça très bien. Et on se concentre vraiment sur l'amélioration continue de ces dispositifs. Et alors évidemment, ça demande un accompagnement. Donc il y a 2 types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement, je dirais que au cours du temps, on avait au début des images hyper réalistes, assez complexes à faire. Maintenant, on est plutôt dans une idée de faire des collages. Et alors, c'est extrêmement intéressant. Imaginez que chaque ville ou territoire qui utilise ce dispositif va avoir accès aux bibliothèques chinoises, d'Équateur, d'Europe, de Suisse, de Belgique, etc. Et ces bibliothèques qui ont été personnalisées, les gens vont pouvoir piocher dedans. C'est des bibliothèques d'objets. Ça peut être des arrêts de bus, ça peut être des plantes, ça peut être aussi des personnages qui jouent. Enfin, voilà. Et chaque ville va pouvoir composer sa propre bibliothèque et elle va peut-être s'apercevoir qu'il lui manque des choses. Et donc, des concepteurs ou des designers, mettons qu'il y a 60 objets ou 100 objets que les habitants vont pouvoir coller dans les images pour exprimer leur vision de la transformation, il va peut-être manquer 10 objets. Et donc à ce moment-là, la ville peut faire appel à des prestataires, des concepteurs ou des designers pour dessiner ces objets et les intégrer dans la bibliothèque. Ça, c'est une partie du travail. Il y a aussi des ateliers préliminaires, c'est-à-dire que le choix même des objets dans la bibliothèque peut être organisé sous forme de workshop avec les habitants. Et donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux 2 questions. Ouais. Pour répondre, pardon. Donc pour répondre, j'imagine que les outils, les bibliothèques, etc. sont disponibles. Après, en fait, il faut l'animation localement pour accompagner les habitants, mais l'outil et ces bibliothèques sont disponibles en tant que tels. Donc il y a vraiment le travail de proximité qui reste à faire, bien sûr. Et avec une méthode que tu détailles après, avec les workshops initiaux. Voilà, les 500 € et les 1000 € dont je parlais, ils servent en fait à faire ce qu'on appelle la home page, c'est-à-dire alors ce que je n'ai pas dit, c'est que qui utilise une Limited City aujourd'hui dans le monde? Alors on a des concepteurs, des architectes, qui l'utilisent y compris dans des concours. Donc à Quito, ils ont gagné un énorme concours en allant voir les personnes pour développer leur projet. Voilà. Ouais. On a des organisations civiques. À Bruxelles, c'est une organisation donc vraiment citoyenne. On a des laboratoires de recherche et des universités, comme Rome, par exemple, Sapienza à Rome, et puis des villes. Voilà, donc on a 4 grands types de structures qui utilisent ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question, une réaction pour compléter ? Non. Alors, on est un peu pris par le temps sur le principe. On te réinterrogera tout à l'heure. Moi, j'avais quand même une question sur l'urbanisme tactique. Qu'est-ce que tu appelles l'urbanisme tactique, alors que tu opposes éventuellement à cette capacité citoyenne? Alors l'urbanisme tactique, il y a une dizaine d'années, c'était en fait une façon de montrer que face à des projets très construits, très descendants, très perfectionnés, développés par les professionnels, il pouvait y avoir des initiatives, même pas forcément citoyennes, même d'acteurs économiques, qui allaient montrer que des territoires pouvaient se développer alors que par rapport à nos critères à nous, je me mets dedans, donc ils n'avaient aucune chance de se développer. Et donc cet urbanisme tactique était une remise en cause, ou en tout cas des choses extrêmement complémentaires par rapport à l'urbanisme, on va dire, descendant. Et c'était tactique et ça servait finalement à faire de l'urbanisme autrement, d'une autre façon. Aujourd'hui en France, il y a une sorte pour moi, une confusion sémantique où on a pris des choses qui ressemblaient à cet urbanisme tactique et on l'a mis au service des grands projets où il devient quelque chose d'assez cosmétique finalement, ou en tout cas,
Et c'est presque pire quand c'est pas cosmétique, parce que quand les choses se passent de façon intéressante et quand il y a une vraie dynamique qui se met en place, à ce moment-là, on dit aux gens, vous avez signé un contrat temporaire pour 2-3 ans, maintenant vous partez. Donc là, tu évoques par exemple des occupations de locaux, d'usines. Je pense à Paris, il y a un lieu comme ça qui a été occupé par plein d'associations. Et puis il émerge effectivement des choses nouvelles, mais c'est temporaire, donc ça va s'arrêter et le projet va finalement être détruit. Voilà, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc finalement, il y a une sorte d'industrialisation de l'urbanisme temporaire qui, pour moi, est totalement contraire à ce que pouvait apporter la notion justement d'expérimentation et de liberté, mais qui durent et qui construisent quelque chose. Voilà, donc, par exemple, sur le village suisse, il va y avoir des aménagements temporaires, mais ils ne sont là que pour s'inscrire en étant modifiés, en étant améliorés dans la durée, et pas du tout en demandant aux gens qui les auront faits d'aller chercher un autre village. Voilà, non, au contraire, c'est de s'inscrire dans la durée. Alors, il y a des critiques et des améliorations de l'urbanisme temporaire, mais alors du coup ça ne s'appelle plus comme ça, où les structures qui participent à cette animation, je pense ça dans le bon sens, pas dans le bon sens, elles cherchent maintenant à devenir propriétaires du foncier pour finalement s'inscrire dans le territoire. Et s'installer, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, on peut t'applaudir. Merci. Et puis on te retrouve tout à l'heure pour la plénière. Merci.